Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP Canal 8. C'est vendredi et comme chaque vendredi, puisque chaque voix compte, eh bien, c'est à vous que nous donnons la parole pour une émission consacrée ce soir à une pyramide dont le sommet est en train de se retrouver vers le bas, la pyramide des âges. Jamais la France n'a fait aussi peu de bébés. On parle désormais de dénatalité et cette dénatalité a des impacts économiques multiples. Pourquoi est-ce qu'on a arrêté de faire des bébés? Comment relancer la courbe des naissances? Eh bien, vous allez pouvoir poser toutes vos questions à 3 députés qui mènent en ce moment même ici à l'Assemblée nationale une mission d'information sur cette baisse de la natalité. Bonsoir Marie Lebec. Bonsoir. Députée Ensemble pour la République des Yvelines. Bonsoir Jérémy Patrier-Létus. Député Horizon du Calvados et rapporteur de cette mission d'information. Et bonsoir Lisa Bellouko, vous êtes députée écologiste de la Vienne. Merci à tous les 3 d'avoir accepté de vous prêter au jeu des questions-réponses avec notre public. Peut-être que dans le cadre de votre mission d'information, vous allez vous-même pouvoir interroger le public. Peut-être que ce soir, on va inverser les rôles, pourquoi pas. Parce que j'ai autour de moi des femmes et des hommes qui ont choisi d'avoir des enfants, qui ont choisi de ne pas en avoir, d'autres qui ont voulu mais n'ont pas pu, d'autres qui se posent encore la question ou qui hésitent. Chacun va nous raconter son histoire. Bonsoir Nicolas Béraud. Bonsoir. Journaliste au Parisien, vous traitez des questions de santé et de sciences, vous nous aiderez à décrypter tous les derniers chiffres et toutes les dernières courbes de la natalité. Et je salue également Anna Cabana. Mais bonsoir Anna. Anna, comment on fait les bébés? Écoutez, comment certains ont essayé de faire des bébés aux femmes et sans aucun succès. Aline, c'est ça qu'on va essayer de raconter. Voilà pour le programme de ce soir. A priori, puisque à défaut de faire des bébés, ce soir on fait une émission tous ensemble. Installez-vous confortablement chez vous. Chaque voix compte, c'est parti. Pour tout vous dire, c'est une vague dont même les démographes n'ont pas anticipé l'intensité. C'est une vague descendante, c'est celle de la natalité en France. Le taux de natalité devrait atteindre cette année 2025 un des plus bas historiques, avec pour la première fois plus de décès que de naissances sur un an. L'INSEE avait bel et bien imaginé ce scénario, mais dans 10 ans, pas aujourd'hui. 2 minutes pour comprendre avec Martin Bornet. « 16 janvier 2024, le président de la République, Emmanuel Macron, appelle au réarmement démographique. L'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Malgré cet appel, cette année encore, le nombre de bébés a baissé en France. De janvier à octobre, les naissances ont chuté de 2,3% par rapport à l'an dernier. Mais alors, pourquoi fait-on moins d'enfants? L'Assemblée nationale s'est emparée du sujet via une mission d'information sur les causes et les conséquences de la baisse de la natalité. Les jeunes représentants de tous les partis politiques étaient auditionnés cette semaine. Avoir un enfant, ça coûte de l'argent. Le parcours du combattant pour avoir accès à une PMA, il est quand même assez énorme. Aujourd'hui, il y a une place en crèche pour 5 enfants. Rien n'est fait pour que les femmes puissent à la fois avoir des enfants et en même temps avoir de l'ambition et avoir une carrière. Une grande consultation citoyenne pour sonder les Français a également été menée, en ligne. Le rapport sera rendu en janvier. Mais aujourd'hui, le constat est lourd. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, le nombre de décès est presque équivalent à celui des naissances. Du 1er janvier au 31 octobre, il y a eu 538 000 naissances pour 534 000 décès. On va par à-coup avec les changements de ministres. On va par à-coup avec pas de vision stratégique générale. Et alors qu'on est évidemment dans une vision de long terme. Toute décision qui peut être prise maintenant n'aura des bénéfices qu'après un certain temps. Et donc on a besoin d'une vision stratégique sur le domaine qui dépasse la politique politicienne. Dans un rapport publié cette semaine, la Cour des comptes alerte. La démographie déclinante va entraîner une baisse de la productivité et des recettes, menaçant à terme le financement de la protection sociale. La France reste toutefois bonne élève. Elle est le pays le plus fécond de l'Union européenne. La semaine dernière, un nouveau congé de naissance a été approuvé au Sénat.
Il permettra aux 2 parents de prendre 2 mois supplémentaires pour accueillir leur enfant. Est-ce suffisant pour nous convaincre de faire plus d'enfants ? Voilà, les termes du débat sont ainsi posés par Martin Bornet. Nicolas Béraud, on n'a pas encore les chiffres de 2025. Là, il nous reste 3 semaines pour faire des bébés. Mais on peut d'ores et déjà parler d'un effondrement des naissances cette année. Oui, alors c'est un effondrement qui est en cours depuis 2010 à peu près. Il y a une baisse qui est très forte depuis maintenant 15 ans. On était à 660 000 bébés qui sont nés à peu près l'an dernier. Ce sera encore moins cette année parce que l'écart qu'on a, enfin plutôt le retard qu'on a sur les 10 premiers mois de l'année, il n'est pas rattrapable en novembre et décembre. Et puis comme ça a été dit, on a non seulement cet effondrement des naissances. Pour donner un autre chiffre, on est passé de plus de 2 enfants par femme en âge de procréer il y a 15 ans à 1,6 maintenant. Donc on a non seulement ça, et puis les décès qui augmentent. Ça, pour le coup, c'était attendu. Autant la baisse, enfin l'effondrement des naissances est plus marqué que ce à quoi on s'attendait, mais par contre, la hausse des décès a été attendue. Et c'est pour ça qu'on a cette bascule entre les décès et les naissances, les décès qui deviennent plus nombreux que les naissances, qui se produit 10 ans plus tôt que prévu. Et cet effondrement des naissances, la grande question que se posent les politiques, les sociologues, les démographes, c'est est-ce qu'elle va se poursuivre ? Ça a été dit, la France reste le pays d'Europe où il y a le plus de bébés par femme qui naissent, mais dans tous les pays, ça baisse, sauf que nous, on partait de plus haut. L'Italie est à 1,2 enfants par femme. C'est peut-être le chemin que prend la France, pour différentes raisons dont on va sûrement revenir. Ce n'est pas un chemin qui est inéluctable, mais ça pourrait encore descendre plus bas. C'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que ce n'est pas un chemin qui est inéluctable. Mais moi, je voulais d'abord me tourner vers le public. Est-ce que cette dénatalité, elle vous inquiète ? Qui veut prendre la parole ? Allez. Vous êtes Paulin, c'est ça ? Hugues. Hugues, c'est normal, je n'ai pas mes lunettes. Vous voici, Hugues Dantin. Bonsoir, Hugues, oui, je suis papa de 3 enfants, 3 filles que j'ai eues en 3 ans, parce qu'il y a eu 2 jumelles qui ont 18 mois. Donc voilà, donc plutôt équipe réarmement démographique. Non, c'est inquiétant et surtout, je pense que c'est surtout le symptôme de beaucoup d'inquiétudes. On parle souvent de la consommation comme indicateur du moral des ménages, mais je pense que c'est aussi un symptôme, cette baisse de la natalité, d'un moral des ménages qui est en berne pour plein de raisons. Vous dites une population qui n'est pas heureuse, c'est une population qui ne fait pas de bébés. Oui, parce que c'est une population qui ne se projette pas. Vous avez hésité avant de faire le deuxième qui en fait a été 2 et 3. Parce qu'il y a aussi cette question de l'enfant unique qui, il y a encore 20 ou 30 ans, était un peu un cas à part. On disait, lui, il est fils unique. Maintenant, on ne le dit plus puisque il y a une proportion d'enfants uniques beaucoup plus importante qu'auparavant. Est-ce que vous vous êtes posé la question du deuxième ? Non, parce que ce dont je peux témoigner pour le coup, c'est que en tout cas dans mon expérience, le premier est le plus difficile. Une fois qu'on s'est lancé, non mais c'est vrai. Une fois qu'on s'est lancé, Marie Lebec n'a pas l'air très d'accord. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que non, mais on investit énormément sur le premier, en stress, voilà. Et une fois qu'on a essuyé les plâtres, je trouve, après il peut y avoir mais en tout cas de mon expérience, il y a beaucoup moins de stress pour les autres, surtout quand elles sont 2. Bon, oui, puis après, quand des jumelles arrivent, c'est encore une autre histoire. Qui veut prendre la parole également d'abord sur ce sujet de cette dénatalité dont on parle quand même beaucoup, notamment parce qu'il y a cette mission d'information qui a été lancée, mais aussi parce qu'il y a des chiffres de la fin de l'année qui sont en train de paraître. Est-ce que vous, cette dénatalité, elle vous fait vous poser des questions sur, non pas votre avenir personnel, mais l'avenir plus global du pays ? Bonjour à tous et toutes. Je suis Juliette Eskenazi, je représente le collectif BAMP qui représente les personnes en situation d'infertilité. Et nous, ces sujets-là nous peinent pour la France, évidemment, mais parce que nous, on aimerait bien réarmer la France. Et que, évidemment, qu'il y a des sujets de volonté et que la baisse de la natalité est un sujet économique, social, sociétal, complexe. Mais en tout cas, le collectif et les membres que je représente, eux, souhaitent avoir des enfants, mais n'y parviennent pas. Parce qu'ils font face à une infertilité, on y reviendra peut-être tout à l'heure. On va y consacrer une grande partie. Mais en tout cas, il y a un sujet aussi de ceux qui voudraient faire des enfants, comment on peut les aider à y arriver. Et je pense que c'est effectivement un sujet essentiel pour atteindre cet objectif de réarmer la France. Une troisième parole peut-être parmi vous ce soir. Est-ce que quelqu'un veut parler de son inquiétude vis-à-vis de cette dénatalité ? Oui. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Essan Azolin, étudiant en sciences sociales, en première année. Et effectivement, vous voyez,
je suis plus jeune, j'ai un regard qui peut paraître parfois étonnant. Vous demandez votre âge ? Oui, bien sûr, 18 ans. Donc ça peut donner un regard qui peut paraître étonnant. Pourquoi s'inquiéter à un si jeune âge ? Mais quand on voit les nombreux débats qui secouent le pays, notamment sur le départ à la retraite, on se pose la question, est-ce que la baisse de la natalité, est-ce que le fait qu'il y ait moins de personnes pour financer l'effort public, est-ce qu'il y a le fait qu'il y ait moins de personnes pour participer à l'entraide, pour participer à tout ce qui fait fonctionner notre pays, ça ne va pas causer des dégâts encore plus massifs par rapport à ce qu'on observe déjà en France. Et ça soulève des questions, notamment chez cette jeune génération qu'on représente. Vous qui avez 18 ans, est-ce que vous vous projetez dans une vie de parent ? C'est une question que je me pose beaucoup. On s'inquiète notamment par rapport à la situation économique. On se demande si on va avoir les moyens d'avoir des enfants, mais aussi par rapport au climat. On se demande si le monde qu'on va laisser à nos enfants va être suffisant pour qu'ils puissent avoir une vie agréable comme on l'a déjà et comme certains ont pu l'avoir. Il se trouve que pour comprendre cette révolution démographique et y répondre, vous avez donc lancé à l'Assemblée nationale une mission d'information fin juin. Jérémy Patrialétus, vous en êtes le rapporteur. Qu'est-ce que vous cherchez à savoir au juste ? Bonjour et merci de votre invitation, parce que justement dans cette mission d'information que nous avons souhaité créer avec le groupe Horizon à l'Assemblée, nous avons donné la parole aux Français, on y reviendra, mais 30 000 Français ont répondu à cette consultation citoyenne qui s'est achevée hier, ce qui montre que c'est un sujet important. On a cherché à comprendre un chiffre dont personne ne parle quand on parle de natalité, et si on n'en parle pas, on ne peut pas comprendre le problème. C'est qu'aujourd'hui, le désir d'enfant dans le pays reste élevé. Quand on interroge les Français nous disent, vous nous dites, que vous souhaitez encore, mesdames, 2,1 enfants par femme. J'avais 2,3 moi. Ça dépend, 2,3, 2,1, c'est difficile d'avoir un chiffre précis parce que c'est des études d'opinion, c'est des enquêtes. L'émission c'est chaque voix compte, mais là c'est chaque dixième compte quand il s'agit de faire des bébés. En tout cas, c'est plus de 2. Et donc, ça veut dire que les Français continuent d'avoir un désir d'enfant. Et les premiers résultats que je vous livre ce soir en exclusivité ici, et c'est normal puisqu'on est sur LCP, 40% des Français que nous avons interrogés nous disent même qu'ils aimeraient avoir une famille de plus de 3 enfants. Ah oui ? Pour faire court, ça veut dire que les Français ont encore un désir d'enfant, sauf que ce projet d'enfant n'aboutit pas. C'est-à-dire qu'il y a des Français dans le pays qui renoncent à avoir un enfant. Moi, je parle de désir d'enfant empêché. Et pour terminer, pas être trop long, notre rôle à nous, c'est pas de dire aux Français qu'ils doivent ou non avoir des enfants. C'est pas de dire combien ils doivent avoir d'enfants. C'est de dire, vous êtes trop nombreux à renoncer à votre projet d'enfant, vous avez un désir d'enfant élevé, comment nous, les politiques, on vous accompagne pour vous permettre de réaliser ce désir d'enfant. Et je vais vous dire pour conclure, si on arrive à ce que l'indice de fécondité soit le même que le désir d'enfant des Français, alors toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui n'auront pas besoin d'être posées. Mais si on prend le sujet comme un sujet macroéconomique, il faut faire des enfants pour réarmer le pays, il faut faire des enfants pour aller faire la guerre en Ukraine, il faut faire des enfants pour sauver le système de retraite ou le système social, non seulement c'est contre-productif, donc nous on assume de dire qu'il faut mettre en place des politiques qui permettent de répondre aux problèmes du quotidien des Français. Vous avez notamment dans cette mission mis en ligne un questionnaire dont il était question dans le reportage tout à l'heure, auquel les Français pouvaient d'ailleurs répondre jusqu'à hier soir. Hein. C'est clos à présent, on est d'accord, vous n'avez pas joué les prolongations. On peut prolonger aujourd'hui. Je crois que vous avez croulé sous les réponses. Vous avez un chiffre de participation à ce questionnaire-là 30 000. 30 000. Est-ce que vous avez commencé à éplucher les réponses ? On est en train. Parce qu'il y avait des questions très intimes, très personnelles dans ce questionnaire. C'était anonyme. Hein. Pardon ? C'était anonyme. C'était anonyme, mais avez-vous déjà reporté ou abandonné un projet d'enfant ? Quels sont les freins vous ayant conduit à renoncer à avoir un enfant supplémentaire ? Les gens se sont prêtés au jeu, même anonymement, et ont fourni des réponses qui vont réussir à vous éclairer ? Ils vont réussir à nous éclairer. Je sais que Marie a conduit aussi une consultation dans sa circonscription. Elle pourra en parler. Je ne vais pas monopoliser la parole. Mais oui, en tout cas, il y a des remontées. Marie Lebec, il y a des remontées très intéressantes. Il y a des réponses qui vous ont surprise ? Oui, absolument. Donc, effectivement, moi, je suis associée à la mission avec Jérémy Patrialétus et Constance de Pellichy qui la préside. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un peu pris ce sujet parce que j'avais une circonscription avec une dynamique de natalité peut-être un petit peu plus forte. Moi, j'ai grandi autour de moi. Donc, c'est la 4e circonscription des Yvelines. Les 2 grandes villes, c'est Houille et Chatou. Et il y avait encore beaucoup de familles avec plus de 5 enfants. Il y en a encore avec familles un peu plus nombreuses que plus que 2, c'est-à-dire plutôt entre 3
et 4, mais il y a quand même eu un ralentissement. Et j'ai posté en fait le fait que je participais avec Jérémy et Elisa aussi qui est dans la mission à cette mission. Et en fait, j'ai senti un engouement très fort. Donc on a conduit des auditions un peu locales, donc elles sont moins scientifiques que celles qu'ont pu mener la mission d'information, mais c'est un peu comme là le modèle, c'est-à-dire des gens qui parlent, je pense, de leur vécu. On a vu des professionnels de la petite enfance, on a vu des directeurs de crèche, des professionnels de santé, etc. pour courir. Et comme on ne pouvait pas conduire toutes ces auditions, on a aussi fait effectivement ce questionnaire en ligne. Et effectivement, je trouve que c'est très intéressant parce que déjà la première réponse, c'est que les gens ils ont envie d'avoir des enfants. Ils parlent bien sûr de l'enjeu matériel, des difficultés matérielles sur peut-être lesquelles on reviendra, mais aussi, et je trouve que ça c'est un peu de parfois la solitude de quand on devient parent. C'est-à-dire que le fait d'avoir un enfant, c'est à la fois une aventure, c'est quelque chose de merveilleux, mais paradoxalement, ça isole un petit peu, ça peut isoler un petit peu de ses amis, ça peut isoler un petit peu, ça peut isoler quand on n'a pas de famille en proximité. Ça, c'est un gros paramètre. Les gens disent beaucoup, moi, j'ai pas de famille à côté, donc en fait, je fais un peu moins d'enfants parce que dès que j'en ai un malade, c'est compliqué. Notamment, alors moi, je suis dans un territoire ultra métropolitain, donc c'est peut-être que d'un point de vue de quelqu'un qui serait un peu plus en ruralité, ça changerait. Mais bon, bien sûr, on est très entouré, il y a beaucoup de structures, mais paradoxalement, on a peut-être aussi moins de liens familiaux, moins de relais d'amis, moins de... Et je trouve que ça change peut-être un petit peu. Alors moi, j'ai 2 enfants de 3 et 5 ans, donc maintenant, ils sont à l'école. Donc quand on arrive à l'école, et on a tous les 3 fait des enfants pendant notre mandat, donc c'est assez intéressant, voilà. Mais l'école, ça change un peu, parce qu'on rencontre peut-être un peu des parents qui partagent les mêmes joies et les mêmes difficultés que nous. Mais c'est vrai que les 3 premières années de vie, et puis notamment en fonction du mode de garde auquel vous avez pu avoir accès, ou voilà, vous pouvez être un petit peu isolé. Et à Louvciennes, par exemple, dans la circonscription, il y a une initiative financée par la CAF et par la mairie également, qui met qui a créé un espèce d'espace où les femmes peuvent se retrouver une fois par semaine pour parler de ça. Et ça marche très bien, ça marche très fort. Et donc, c'est vrai que ça, je pense que c'est un paramètre aussi, le changement de statut un peu quand on devient parent. Et par rapport à ce que vous disiez, c'est vrai que ça met beaucoup de stress. Bon, moi, c'est plutôt le deuxième qui est plus dur que le premier, mais effectivement, ça peut mettre beaucoup de stress. Et on peut, je pense, pour les 3 premières années de sa vie, se sentir un peu isolé. Et du coup, effectivement, peut-être s'interroger aussi sur le fait de dire, j'ai un peu moins de vie sociale, tout est un peu moins facile au début. Et ça, je pense que ça peut interroger beaucoup sur le projet familial qu'on désire avoir quand on est jeune, quoi. Je vois que ça fait sourire Paulin. Est-ce que vous avez un micro, Paulin? Alors, on va vous en donner un. Paulin, vous êtes papa de 2 enfants et vous vivez à Paris. Oui, c'est ça. Et donc, moi, ce que vous dites, ça me parle, notamment la solitude, parce que du coup, j'ai pris un congé parental pour la naissance de ma fille, la deuxième, qui était aussi un peu la plus difficile. Et du coup, j'ai ressenti vraiment cette solitude de parents donc en congé parental, où lorsque je m'occupais d'elle, que je faisais des activités, j'étais surtout entouré de grands-parents, de nounous, mais j'avais un peu cet isolement. Donc, je m'occupais de ma fille. Je pense que c'était un choix qu'on a fait. C'était un sacrifice financier aussi. Mais du coup, cette solitude était assez pesante. Et à la fin, donc, au bout d'1 an, j'étais quand même très content de reprendre le travail pour rompre cette solitude qu'on avait de parents, quoi. C'est-à-dire que vous étiez au parc et vous étiez entouré de nounous, c'est ça? Voilà. J'avais la chance le mercredi de voir les grands-parents, souvent. Mais du coup, des papas comme moi, il y en avait très peu en congé parental et j'étais très isolé. Je vais vous poser des questions un peu personnelles. Vous travaillez, Paulin? Oui. Comment ça s'est passé au travail? Alors, ça a été assez difficile, du coup, ça a été mal perçu par ma hiérarchie, du coup, qui ne comprenait pas. Donc, j'ai eu des réflexions du style, c'est pas lui qui a accouché, pourquoi il s'arrête Sérieux, on vous a dit ça? Oui, j'ai été aussi convoqué chez ma hiérarchie en me disant qu'il ne comprenait pas mon choix, et donc ça a été assez mal perçu, en fait. C'est sans doute que vous étiez un salarié précieux, mais que vous avez aussi une drôle de direction, non? Oui, alors du coup, j'ai changé d'employeur depuis, d'ailleurs. Ils ont tout gagné. Et alors, pareil, vous vivez à Paris, désormais avec 2 enfants. Est-ce que, par exemple, le logement, ça a pu être un frein avant de faire le deuxième? Oui, tout à fait. Donc, quand on a fait le deuxième, donc, il nous manquait une chambre. Donc, il a fallu aménager une chambre dans le salon. Donc, ça a été vraiment un problème, toute une organisation. Et c'est vrai que quand on est mal logé à 2, c'est difficile de se projeter à 3 ou à 4. Et c'est vraiment un frein. Et ça, je l'ai ressenti. J'ai vécu aussi en région. Et j'ai pu le ressentir sur tout le territoire, en fait, cette problématique du logement. Il y a un élément qui nous dit aussi le hiatus entre la fécondité constatée et le désir d'enfant. C'est l'engorgement actuel des centres de congélation des ovocytes. C'est autorisé en France depuis 2021 et la loi bioéthique. Et on peut parler, vous allez le voir, d'un phénomène. Reportage sur le terrain signé Maïté Frémont et Aziz Ogouze. Je me mets là, je peux pincer un peu la peau
et on va les piquer. Sur cette vidéo postée sur les réseaux sociaux, Skandra se filme pendant sa stimulation ovarienne. À 34 ans, pour faire taire la pression de l'horloge biologique, elle a décidé de congeler ses ovocytes. J'ai fait la congélation des ovocytes parce qu'à l'époque, j'étais en couple depuis 4 ans et je ne me projetais pas forcément dans la maternité avec cette personne et aussi de manière personnelle non plus. Parce qu'elle se sent rapidement très seule dans son parcours, Skandra poste des dizaines de vidéos, des dizaines de photos et va même créer un groupe de parole pour, dit-elle, casser un tabou. Après 18 mois d'attente, une quinzaine d'ovocytes lui sont prélevés, conservés et congelés dans une cuve comme celle-ci, dans un bain d'azote, à moins 170 degrés. Carole est technicienne de laboratoire, ici, dans l'un des centres pionniers de la fécondation in vitro en France. Ce jour-là, elle ajoute à la bonbonne un nouvel ovocyte. Ça reste ici jusqu'à ce que les gens viennent reprendre leurs embryons, leurs ovocytes, leurs spermes, voilà. Stocké ici pour 40 € l'année, c'est aux patientes de décider quand elle souhaitera les retirer. On va avoir besoin de bonbonnes supplémentaires avec la conservation d'ovocytes qui n'arrête pas d'augmenter, donc ça va être un gros souci pour nous. Une demande de plus en plus forte et des cuves limitées. Au laboratoire, Carole traite chaque jour une cinquantaine d'ovocytes. L'activité d'autoconservation a pris le pas sur la fécondation in vitro de tous les jours, de routine qu'on avait auparavant. L'offre de soins peine à suivre, seulement 4 ans après l'ouverture de la conservation d'ovocytes à toutes les femmes, âgées entre 29 et 37 ans en France. On est arrivé à saturation. Si on n'a pas de moyens supplémentaires de consultation, de moyens humains, de moyens personnels, de moyens de conservation, on ne peut pas aller plus loin. Et en France, il y a un vrai problème. En France, seuls 42 centres sur 104 sont aujourd'hui autorisés à faire de la congélation d'ovocytes. On estime que moins de 10% des femmes reviennent demander une FIV de leurs ovules congelés. Nicolas Béraud, là aussi, on a des chiffres étonnants sur ce qu'on disait, la différence entre le désir d'enfant et la fécondité. C'est aussi ce phénomène de la congélation des ovocytes autorisé en France depuis 2021. Ces grossesses plus tardives aussi. Oui, tout à fait. L'âge du premier enfant, il a tendance à grimper. Il se rapproche progressivement de 30 ans. L'âge de la maman, quel que soit le niveau de l'enfant, premier, deuxième, troisième, il a aussi tendance à grimper. Donc, autrement dit, les femmes ont des enfants de plus en plus tard parce qu'elles ont plus souvent qu'avant une vie active, etc. Donc, c'est peut-être moins leur priorité quand elles ont 20 ou 25 ans. Et ça entraîne une infertilité croissante parce qu'on sait que les femmes, quand elles sont plus âgées, c'est plus compliqué pour elles d'avoir des enfants. L'infertilité, c'est un des facteurs explicatifs de la baisse de la natalité, parmi beaucoup d'autres. Et il y a 2 raisons principales. Il y a déjà ça, comme on l'a dit, l'âge de la maman quand elle a un enfant qui augmente. Et puis il y a aussi des facteurs environnementaux, notamment des perturbateurs endocriniens, qui peuvent avoir un impact sur notre fertilité, qui est un problème qui concerne 3 millions de personnes, 3,5 millions de personnes en France, à la fois des hommes et des femmes, autant d'hommes que femmes. Donc ce n'est pas qu'un problème de femmes. Et sur le désir d'enfant, comme a dit monsieur le député, il reste élevé en France, au-dessus de 2. Donc il y a ce gap entre plus de 2 enfants voulus et 1,6 enfants en réalité. Mais ce désir d'enfant, il a quand même aussi tendance un petit peu à diminuer. Une étude de l'INED le montrait, quand on interroge les hommes, les femmes, ils sont moins nombreux qu'avant à vouloir 3, 4, 5 enfants et plus nombreux qu'avant à en vouloir 1 ou 2 pour des raisons sociétales. Les femmes ont peut-être d'autres aspirations que celles d'il y a 30 ans. Il y a peut-être des craintes pour l'avenir, des raisons sur lesquelles l'État n'a pas forcément à agir. Mais si déjà on parvenait à combler ce gap entre le nombre d'enfants qu'on veut et le nombre d'enfants qu'on a, on aurait déjà sauvé la patrie. C'est exactement ce que disait Jérémy Patriélétus tout à l'heure. Juliette, je rappelle que vous êtes bénévole dans un collectif qui sensibilise justement à la PMA, à la procréation médicalement assistée. D'abord, est-ce qu'il y a encore un tabou ? Oui, le tabou est énorme et c'est assez rigolo de se retrouver sur un tableau et parler de sujets qui sont si intimes. Finalement, parce que avoir un enfant, c'est aussi parler de sexualité, c'est aussi parler de parcours médicaux très lourds et dont beaucoup de personnes ont encore honte. Donc oui, c'est un tabou. Y compris depuis que la congélation des ovocytes est autorisée en France, depuis la loi bioéthique, il n'y a pas justement quelque chose qui s'est libéré ?
c'est encore léger, on va dire. Avant, on allait le faire à l'étranger, notamment en Espagne. Oh, c'est toujours beaucoup le cas. C'est toujours le cas, en raison notamment du fait qu'il n'y a que une quarantaine de centres en France. Ouais. Alors non, c'est plutôt aujourd'hui, si on va en Espagne, enfin nous, donc on représente les personnes en situation d'infertilité. Donc vous le disiez très bien, il y a plusieurs raisons partagées entre la femme, l'homme, et puis on a quand même une grande partie d'infertilité inexpliquée. Donc on arrive face et vous n'aurez jamais de réponse. Ça ne fonctionne pas, mais vous n'aurez jamais de réponse. Et ça concerne un couple sur 4. C'est énorme, c'est-à-dire qu'en France, un couple sur 4 fait face à l'infertilité. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas y arriver, donc ils peuvent y arriver naturellement, ou alors ils vont passer par un parcours AMP, donc d'assistance médicalement de procréation médicalement assistée. Et en fait, finalement, sur ces parcours-là, ils font face à des difficultés aussi multiples, dont nous, on a 3 grands combats, j'en passe vite sur 2, mais c'est le 3e qui est essentiel et qui rejoint les ovocytes. Le premier, c'est au travail. On parlait de monsieur qui prend un congé parental, mais alors quand vous faites un parcours AMP au travail, c'est très difficile de s'absenter, de faire ses traitements, de gérer et d'assumer ça parce que c'est très peu connu. Il y a des inégalités territoriales, 2e gros sujet, très fortes, c'est-à-dire que je pense à nos amis des Dromcom qui, notamment en Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Mayotte, il n'y a pas de centre AMP. Donc, si vous avez des difficultés à avoir un enfant, vous devez prendre l'avion. Martinique, Réunion, Guadeloupe, c'est compliqué aussi. Dans les territoires ruraux, vous pourrez peut-être le témoigner pour ceux qui sont en ruralité, on peut mettre 3 heures à y aller. Donc ça, c'est une grosse difficulté aussi dans ces parcours. Et le gros sujet, et là on y vient, c'est qu'aujourd'hui, on transfère des embryons qui ne fonctionneront pas. C'est-à-dire que aujourd'hui en France, alors qu'on a été un des premiers pays à faire la FIV avec l'Angleterre, on est un des derniers pays européens on n'autorise pas à analyser les embryons. Donc ces femmes qui congèlent leurs ovocytes... Un diagnostic, vous voulez dire Exactement, le diagnostic préimplantatoire aneuploïde. Donc je ne vais pas rentrer dans des termes scientifiques trop complexes, mais une fois qu'on a donc d'un côté ces ovocytes, on met des spermatozoïdes, ça fait des embryons. On les congèle et on les transfère, c'est-à-dire qu'on les met un par un dans le corps de la femme. Et on peut en transférer un, puis le mois d'après un autre, puis un autre, puis un autre. Tout ça sous traitement très lourd, on l'a vu, c'est des piqûres, etc. C'est très difficile. Et 60 à 80% de ces embryons ne sont pas viables et ne fonctionneront pas. Avant même d'être implantés. Exactement. Ce qui fait qu'aujourd'hui... Quel est le frein ? Pourquoi il n'y a pas de diagnostic sur la qualité des embryons ? C'est interdit en France. Mais pourquoi ? Parce que c'est de l'eugénisme. Pourquoi ? Alors, parce qu'il y a eu des grosses discussions au moment de la loi bioéthique, on en a parlé, qui a été révolutionnaire, cette dernière loi bioéthique, puisqu'elle a permis la PMA pour toutes notamment, et la congélation des ovocytes, on en a parlé, mais n'a pas fait passer ce qu'on appelle le DPIA, qui est aujourd'hui un non-sens dans un pays où on cherche à faire des bébés, où des milliers de personnes cherchent à faire des enfants. On a eu en 2023 165 000 transferts d'embryons. Il y a eu simplement 28 000 réussites. Mais en préparant cette émission, c'est un chiffre qui m'a fait halluciner. Les procréations médicalement assistées ne représentent que 4% des naissances aujourd'hui. Alors que l'AMP, depuis 15 ans, a augmenté de 34%. Et donc, ça veut dire que si on avait le droit d'analyser ces embryons. Moi, à titre personnel, dans mon parcours, en 1 an et demi, on m'a implanté 8 embryons. Il y a eu 0 réussite. On pourrait tomber enceinte, faire une fausse couche, on pourrait... Même pas. Rien. Et en réalité, alors, c'est pas une solution miracle qui vous permet de tomber enceinte, mais ça fait économiser de l'argent à la France. La France m'a donné généreusement plus de 10 000 euros pour faire ça. Mais si on avait fait le DPIA analysé, j'aurais peut-être eu 0 embryon. Et donc, ça gagne les fonds. Et ce qui fait qu'aujourd'hui... Vous avez 3 députés devant vous. C'est eux qui font la loi. Ils sont en train de faire une mission d'information. Votre témoignage est sans doute très précieux pour eux. Est-ce que vous avez des questions précises à leur poser ? Oui, alors, je ne suis pas représentante du corps médical, mais j'ai au sein de l'association vu que la grande majorité des professionnels de santé liés à l'infertilité souhaitent ce fameux DPIA et que c'est
une nécessité pour répondre à un problème de santé publique. On n'est pas sur une problématique niche médicale, on est à un problème de santé publique. Et donc, comment peut-on faire, messieurs et mesdames les députés, pour que lors de la prochaine loi bioéthique, on puisse mettre ce sujet à l'ordre du jour qui révolutionnerait les choses et qui empêcherait... Moi, je vais partir en Espagne, c'est terrible, mais parce qu'en Espagne, c'est autorisé. Mais je peux me permettre financièrement de le faire. Elisabeth, vous voulez bien lui répondre parce qu'on ne vous a pas encore entendu. Merci pour la question. Déjà, il y a un sujet sur ce diagnostic préimplantatoire et je crois savoir qu'il est pour l'instant interdit en France parce qu'il y a un risque de, je vais caricaturer, mais choisir le bébé, choisir sa couleur d'yeux, sa couleur de le cheveux, sexe déjà, non tout ça, ou le sexe. Et donc c'est ça qu'une partie des législateurs qui, à l'époque, ont voté la loi bioéthique voulaient éviter. C'est une dérive peut-être vers l'eugénisme ou quelque chose comme ça. Néanmoins, et c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on parle de sujets bioéthiques, qu'on parle de sujets qui touchent à la vie, au vivant, on peut aussi encadrer. Et le travail à faire, et tout le travail à faire, on a fait par exemple un gros travail qui est encore en cours sur la loi sur la fin de vie. Alors je ne me permets pas de rapprocher les deux bouts de la vie, mais c'est un sujet qui touche à l'éthique aussi. Et là, on a réussi à trouver une forme d'encadrement. Donc pourquoi pas trouver aussi une forme d'encadrement pour ce diagnostic préimplantatoire. C'est ce travail qu'on doit engager, et c'est ce travail qu'il faudra engager. Alors moi, j'étais débutée au moment de la... Je pense que vous êtes n'était pas là. en 2022. J'étais débutée à l'époque, effectivement, de l'ouverture, enfin, de la loi bioéthique et de l'ouverture à la 2021. Moi, j'avoue, enfin, je trouve que c'est des sujets... Enfin, déjà, Lisa l'a très bien dit, il y a une question éthique, non pas effectivement dans ce que vous dites, assez justement de dire pourquoi faire des essais dont on sait pertinemment qu'ils ne vont pas fonctionner derrière, etc. Ça, c'est totalement vrai. Je pense que pour le législateur, et en tout cas pour le législateur que je suis, qui est un peu confronté au sujet, qui a été un peu c'est un sujet très... trouver le bon curseur, le bon encadrement, parce que le dire... On voit tous, on est tous sensibles au fait de dire ce que vous avez dit et de ne pas basculer dans une forme d'eugénisme ou alors où des gens effectivement feraient le choix d'avoir plutôt une petite fille ou un petit garçon. Et voilà. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. Mais le traduire dans la loi, c'est assez dur. Et je trouve qu'il y a un curseur législatif. Enfin, moi, je trouve que les lois bioéthiques, je ne sais pas si c'est partagé, mais c'est vraiment très difficile de traduire ça et d'en faire quelque chose qui soit opérant, qui soit peut-être aussi protecteur d'une société qu'on ne voudrait pas dessiner, mais qui est très juste dans ce que vous dites. Et ça a été, je pense, un des plus gros débats, enfin, peut-être que vous aviez suivi à l'époque, mais ça a été, je pense, un des plus gros débats de ce texte. Je comprends tout à fait et je vous remercie pour vos réponses de la difficulté et le sujet n'est absolument pas, et vous le dites très bien, il s'agit d'écrire une loi. Donc si nous, on ne veut pas choisir le sexe, on veut juste réussir à faire des enfants. Et je pense que la difficulté, elle est partagée parce que la difficulté de parcours qui peuvent durer 5, 10, 15 ans parfois est terminée par rien. C'est-à-dire qu'on peut s'arrêter avec 15 ans de sa vie dédiée sans rien, ou avec un enfant si on a cette chance-là, ou avec deux. Mais en tout cas, j'entends cette difficulté, mais il faut prendre à bras-le-corps le sujet. Parce que même si c'est compliqué et tout ce qui touche à l'éthique, et on le voit avec les opposants à ces sujets-là, vont brandir ce genre d'arguments comme si on allait passer dans un film de science-fiction, nous on demande juste à voir la viabilité des embryons, pas à choisir quoi que ce soit. Mais est-ce qu'on peut justement avoir un diagnostic préimplantatoire qui ne porte que sur la viabilité de l'embryon ou fatalement on aura d'autres informations sur le sexe, la couleur des cheveux, la couleur des yeux ou que Mais on n'est pas obligé de les délivrer, ces informations-là. On n'est pas obligé de les communiquer, en fait. Et donc, c'est ça que nous, on peut décider. C'est sur ça qu'on pourrait avoir la main si le sujet revenait sur la table, effectivement. Juste pour ajouter, parce que moi, j'avais des convictions avant cette mission d'information que je conduis. Et on a auditionné, peut-être que vous témoignerez, le collectif BAMP et puis une famille qui est venue témoigner. C'était courageux parce que c'est filmé comme ce soir. Peut-être que vous en direz peut-être un mot parce que je crois que les personnes ici qui sont concernées... On a été confrontés, nous les députés, à un couple qui a eu 7 ans d'errance médicale, de diagnostic incomplet, d'incapacité finalement de savoir pourquoi ils étaient infertiles. Et je pense sur cette question, tout en étant prudent comme mes collègues députés, que ce qui compte, c'est
d'équité par rapport à d'autres situations. Aujourd'hui, une famille qui aurait une maladie génétique, par exemple la maladie de Charcot, elle a le droit de faire un test génétique avant la naissance de l'enfant pour savoir si l'embryon est porteur du gène de la maladie de Charcot. Et des maladies génétiques, aujourd'hui, il y a eu une tolérance à cet équilibre, qui est un principe de base d'interdiction, mais qui, sur certaines maladies génétiques, autorise en France des diagnostics génétiques avant les délais légaux pour de une interruption l'avortement. Et médicale donc, je de pense, grossesse. sans comparer les deux, bien entendu, sur des sujets aussi sensibles, mais qu'il y a une manière, en tout cas c'est ma conviction, d'encadrer ces sujets-là. Moi j'ai une position assez stricte sur ces sujets de bioéthique, d'éthique, même de fin de vie, mais je pense qu'au regard de la situation que vivent des millions de Français, on doit être capable de trouver un mécanisme en France qui garantit absolument les écueils de l'eugénisme et qui permet aux familles d'éviter un écueil tout aussi majeur qui est l'errance de diagnostic qui vient briser des couples, briser des familles, briser des vies, et je pense qu'on doit être capable de trouver un équilibre. Je voudrais donner la parole à Sandrine. Bonsoir Sandrine. Bonsoir, merci. Vous êtes ce que les Américains appellent childless, les sans-enfants. Vous en avez même fait une association qui s'appelle Happy Moi. Vous, ce que vous dites, c'est qu'on parle beaucoup du souhait de ne pas avoir d'enfants, ceux qui aujourd'hui revendiquent même de ne pas avoir d'enfants, mais on ne parle pas assez du renoncement subi, de l'enfant empêché, comme disaient les députés tout à l'heure. Exactement. Et pourtant, ce renoncement subi à l'enfant, il concerne beaucoup de personnes, beaucoup de parcours de vie différents qui mènent à ça. Il y a effectivement l'infertilité, dont Juliette a parlé. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'avec les dernières statistiques qu'on a, les traitements PMA, tout confondu, 16% des traitements donnent un accouchement. Donc ça veut dire que pour le reste des gens, il n'y a pas d'enfants. Et aujourd'hui, les gens qui sortent de PMA sans enfants ne sont pas comptabilisés. Donc en fait, vous rentrez dans un parcours PMA et vous n'avez pas d'informations sur quelles sont vos chances, en fait, des statistiques par rapport à votre âge, votre ou vos pathologies. Donc ça, c'est quelque chose qui est très compliqué d'entrer. Nicolas Béraud, ces statistiques, elles existent ? Oui, mais alors, elles existent et l'infertilité, et ce qu'on dit là, c'est un problème majeur. Je suis journaliste santé, j'ai écrit plein d'articles sur le sujet, je ne vais pas évidemment me déjuger. Après, ça ne doit pas non plus, selon moi, cacher les autres facteurs de renoncement à avoir des enfants, les contraintes économiques, les incertitudes sur la suite. On a beaucoup parlé du dérèglement climatique pendant un temps et il est toujours de plus en plus prégnant. Oui, mais c'est important aussi de donner la parole à des femmes et des hommes qui, eux, ont voulu un enfant et qui n'y parviennent pas ou n'y parviendront pas. Vous avez tout à fait raison. C'était juste pour dire qu'il y avait ça, c'était important, il n'y avait pas que ça. Et alors, ces chiffres-là précis, moi, je ne les ai pas en tête, mais les chiffres plus globaux sur l'infertilité qu'on a évoqués tout à l'heure, oui, bien sûr. Et en plus, elle progresse. C'est ça le problème, c'est que l'infertilité progresse pour des raisons. Certaines sont connues, l'augmentation de l'âge de la maman à la naissance, mais d'autres, vous l'avez dit, et c'est vrai, ne sont pas connues. Il y a sans doute des facteurs environnementaux qu'on ne maîtrise pas encore très bien. Et voilà, il y a beaucoup de pathologies donc, qui créent de l'infertilité. Il y a la PMA qui n'est pas une baguette magique, qui ne fonctionne pas. Il y a autre chose qui est l'adoption, qui est souvent brandie comme une baguette magique, parce que dans l'inconscient collectif, il suffit de traverser la rue pour pouvoir adopter. Mais non, ce n'est pas vrai. Les statistiques d'adoption sont encore plus basses que les statistiques de succès de PMA. Donc en fait, on se retrouve avec beaucoup de parcours de vie qui font que, soit pour des raisons médicales, soit pour des raisons sociétales, on se retrouve sans enfant et sans possibilité, en fait, de devenir parent avec les solutions que la société propose. Et en fait, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, l'âge de la vie, la vie aujourd'hui fait qu'on ne rencontre pas forcément l'homme ou la femme de sa vie, le coparent idéal, quand on a 25 ans. Et donc, on peut le rencontrer à 40 ans. Comment on fait à ce moment-là ? Et puis, il y a plein d'autres pathologies aussi qui font que qui ne sont pas forcément compatibles avec une PMA ou avec une grossesse. Il y a des gens qui ne se rencontrent pas l'âme sœur et qui ne veulent pas devenir maman solo. Donc, en fait, il y a tous ces profils-là qui sont très, très nombreux, qui ne sont absolument pas, qui sont pas audibles aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a créé, donc, avec Brice, mon conjoint, l'association Happy Moi, pour justement représenter tous ces jamais parents malgré eux, pour leur donner une voix, une légitimité. Parce que vous parliez tout à l'heure de la solitude des jeunes parents, des parents de jeunes enfants. Mais il y a aussi la solitude des jamais parents. Parce que aujourd'hui, quand on dit qu'on n'a pas réussi à avoir d'enfants, c'est très incongru. On ne croit pas que c'est possible, en fait. Oui, et puis ça peut même donner lieu à des blagues, peut-être. Vous n'avez pas essayé ou... Aujourd'hui, vous êtes comment, vous, par rapport à votre désir d'enfant ? Vous avez renoncé ? Vous dites que ça ne sera pas dans votre vie ?
Alors moi j'ai 51 ans, donc de toute façon c'est cuit. Pardonnez-moi, vous ne les faites pas du tout. Je remercie mon coiffeur. Non voilà, nous notre parcours il date un petit peu, ça fait 12 ans en fait. Moi je souffre d'endométriose, d'adénomiose et de SOPK, le combo magique. Et j'ai fait 7 tentatives de PMA. Je ne suis jamais tombée enceinte. Je n'étais pas éligible au don d'ovocytes en France parce que j'étais trop âgée, qu'il y avait une liste d'attente voilà, qui n'était pas ouverte à moi. Je n'avais aucune information sur la viabilité d'une grossesse. Donc, aller à l'étranger pour recourir au don d'ovocytes, je n'avais pas de garantie non plus que ça fonctionnerait. C'est un certain coût. L'adoption, les statistiques faisaient que j'étais pas prête, on n'était pas prêts tous les deux à se lancer. Vous ne vous êtes pas lancé dans un processus d'adoption? Non, parce que déjà la FIV, ça nous avait bien fatigués, physiquement et psychiquement. Ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas. Il y a monsieur à côté qui fait, ouais. Mais en termes de santé mentale, il y a un vrai impact. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Ça a été difficile de se dire, mais en fait, non, ça ne marchera pas. C'est pas pour nous. Qui est à côté de vous. Vous voulez prendre la parole, Brice, ou vous laissez madame? Mais alors, profitez-en. Vous avez devant vous 3 députés qui sont en train de rédiger un rapport qui va être ultra précieux pour les prochaines années. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ou à leur demander? Comme disait Juliette, effectivement, de mettre en place peut-être une législation qui correspond plus à la réalité des citoyens aujourd'hui. On ne veut pas tous des enfants à 25 ans, on ne peut pas tous en avoir à 25 ans. Je pense qu'effectivement, est-ce que c'est aux citoyens de s'adapter à la société ou à la société de s'adapter aux citoyens? Comme monsieur le disait tout à l'heure, si déjà on arrive avec la législation à faire en sorte que tous ceux qui veulent un enfant ou plusieurs arrivent à en avoir, on aura gagné. Effectivement, c'est ça. Et que tous ces parcours-là en fait soient reconnus et acceptés par la société, parce que c'est vraiment quelque chose qui isole beaucoup et qui est très douloureux à vivre pour les childless définitifs. Il y a quand même un sujet, on parle beaucoup, et c'est très important, je ne veux pas minimiser, de la situation pour gérer, accompagner les situations d'infertilité, essayer de trouver des solutions pour permettre aux personnes qui le veulent d'avoir un enfant maintenant. Mais il faut aussi qu'on s'attache à travailler aux causes de l'infertilité. Et vous avez cité la situation environnementale, les probables causes environnementales. Mais on a quand même un faisceau d'indices qui montrent que les perturbateurs endocriniens qui sont partout dans notre environnement aujourd'hui pourraient être la cause de l'augmentation de l'infertilité. Donc il faut absolument qu'on travaille sur la dépollution de notre environnement. Et je vais peut-être mettre un pavé dans la mare, mais l'acétamipride, l'acétamipride qu'on a voulu réautoriser cet été, c'est un perturbateur endocrinien. Ça provoque notamment des troubles de l'érection et c'est soupçonné de provoquer de l'infertilité chez les hommes. Donc, on a vraiment un sujet. On ne peut pas continuer à autoriser des pesticides, à autoriser des polluants. Les polluants éternels, on s'est enfin, en début d'année, doté de la loi la plus ambitieuse du monde pour limiter les polluants éternels dans notre environnement. Ce sont des perturbateurs endocriniens aussi. Donc il faut travailler à dépolluer notre environnement. Est-ce que vous avez cherché à savoir pourquoi? Est-ce qu'à un moment, on se pose la question de se dire pourquoi les copines, elles y sont arrivées, les copains, ils y sont arrivés et pas moi? Est-ce que vous avez cherché les causes? On fait que ça. On fait que ça. On pose la question au corps médical et le corps médical, il dit je sais pas. On peut pas savoir. Pourquoi ça marche pour la copine qui a de l'endométriose et pas pour moi, alors que la copine est un peu plus âgée? C'est, je sais pas, la grande loterie de la vie. Mais non, on peut pas savoir. Et c'est ça qui est difficile en fait, c'est de pas avoir de données peut-être auxquelles se référer. Déjà, merci de votre témoignage, il est précieux. Et peut-être deux propositions, sans dévoiler le rapport, mais il y a un enjeu d'information. Quand on se lance dans un projet d'enfant, dans notre pays, on donne le sentiment que c'est simple, qu'il n'y a pas de problème, qu'on va y arriver. Et on est tous confrontés, je pourrais vous parler de mon expérience personnelle, elle n'est pas très intéressante, mais on est tous confrontés en fait, au fait que c'est plus compliqué qu'on l'avait prévu. Alors ici, chaque voix compte, donc toutes les expériences personnelles nous intéressent, vous savez, monsieur. Je pensais, voilà, ma femme a l'endométriose, je témoigne, et moi-même une forme d'infertilité, et on a mis plus longtemps que prévu pour avoir des enfants, on y est arrivé.
Et c'est une chance, mais dans notre tête, dans notre inconscient, on pensait que le jour où on le déciderait, ça deviendrait une évidence et que ça serait immédiat. Donc il y a un enjeu d'information. Moi, je plaide pour qu'on puisse, dans le pays, prévoir une consultation dédiée à ces sujets-là. Alors, est-ce que c'est à 25 ans, est-ce que c'est à 30 ans, pour qu'on puisse dire aux couples ou aux personnes seules qui projettent un enfant que c'est pas si simple et qu'il y a des enjeux de fertilité dans le pays. Une consultation de fertilité. Oui, une consultation de fertilité, pour ainsi dire, exactement. En tout cas, que dans une consultation gynécologique traditionnelle, par exemple pour une femme avec son conjoint, si elle en a, ou sa conjointe, on puisse poser ces questions-là. Donc il y a un enjeu d'information. Et puis ensuite, pour ne pas être trop long, il y a un enjeu d'éviter 2 fois le parcours du combattant. Aujourd'hui, vous avez la PMA d'un côté et de l'autre l'adoption. Et c'est pas possible, une fois que la PMA a échoué, de se dire on va entrer dans un deuxième parcours du combattant, l'adoption. Sauf que là, parce que là, il y a déjà 7 ans qui se sont écoulés. Exactement. Et donc, moi, je plaide pour qu'on puisse articuler ces 2 dispositifs et qu'on puisse éviter que les familles, les couples, les parents qui se lancent dans ce projet d'enfant ou de deuxième enfant parfois, hein, parfois le premier on a réussi, le deuxième on n'y arrive pas. Aujourd'hui, quand on est lancé dans un processus de PMA, on ne peut pas se lancer dans une procédure. Non, en tout cas, c'est pas articulé. Donc, c'est-à-dire que si on attend 6 ans, après on recommence complètement à zéro et on est considéré comme un couple comme les autres, et donc on recommence un énième parcours du combattant. Moi, je pense qu'on pourrait mieux articuler. Je ne sais pas si c'est une priorité pour les personnes qui se sont engagées dans un parcours de PMA, mais il doit y avoir une articulation. On ne peut pas dire aux personnes qui ont passé 6 ans d'errance diagnostique que si ensuite ils souhaitent adopter, on recommence pour 6 ans de parcours du combattant. Donc je pense qu'il y a une meilleure articulation à imaginer. Je suis en train de travailler sur la proposition plus précise, mais il y a quelque chose à penser. Ouais, si je peux abonder dans le sens de ce que dit Jérémy à l'instant, je trouve que le devoir d'information, il est fondamental. Pareil, bon, du coup, nous, on a à peu près le même âge avec Jérémy. On n'a pas fait nos enfants ensemble. On n'a pas fait nos enfants ensemble. Mais non, mais c'est vrai que moi, quand je suis... la première fois, je me suis dit... on était un peu installé avec mon conjoint, je voudrais un enfant. J'étais voir la gynéco et je dis comment on fait. Et en fait, elle a un peu rigolé en disant comment ça, comment on fait. Bah voilà. Et j'étais là, non, mais qu'est-ce que je dois faire en termes de démarche? Est-ce que j'ai besoin de faire, je sais rien, un bilan sanguin, n'importe quoi. Et en vrai, on en parle autour de la grossesse et de l'accouchement, une espèce de chape de plomb un peu en France où on ne parle jamais. Oui, c'est chacun ses moi, j'ai fait mon premier enfant, il y en a pendant le Covid, donc j'ai fait vaguement, et avec une super sage-femme, mais 2 cours d'accouchement en visio, etc. Et quand elle m'a dit ce qui allait se passer après l'accouchement, j'étais un peu là. Enfin, arrêtez, je vais pas du tout accoucher. En fait, ça me donne pas du tout envie. Personne ne m'a parlé de ça. Donc, j'avoue que c'est un peu déroutant, je trouve. Et c'est vrai que ce devoir d'information, je pense qu'il est important, tant pour les femmes jeunes que pour les couples, mais je dirais aussi pour les hommes. Et je me permets juste de rebondir très rapidement sur la question de la fertilité des hommes, parce que j'ai vu un spécialiste, un gynécologue spécialiste de la PMA là dans le cadre de mes auditions de circonscription, et il me dit, c'est très marrant parce qu'en fait, il dit déjà, quand je parle de la fertilité, quand on fait un rendez-vous de fertilité pour une PMA, je dis que les deux personnes du couple doivent être présentes. Il dit souvent les hommes, ils me regardent avec des grands yeux, et après il dit, j'ai souvent la femme au téléphone et je lui dis préparez votre mari parce que je vais l'ausculter. Et là il dit, et généralement j'ai des hommes qui sont là, ah non, jamais de la vie. Et c'est vrai que je trouve que les femmes, dès qu'on rentre dans une logique de prendre un contraceptif, quel qu'il soit d'ailleurs, en fait on passe dans un parcours de gynécologie, et même d'ailleurs une fois qu'on commence à avoir ses règles, etc., on est assez accompagné médicalement sur le sujet. Oui. Et donc je l'interroge, je dis pourquoi les hommes ils sont aussi réticents à être auscultés. Il dit mais en fait un homme, s'il n'a pas de problème de troubles intimes ou de problème au niveau de l'appareil reproducteur, etc., jamais il ne voit un spécialiste. Et je trouve que en fait je comprends pas pourquoi il n'y a pas de parcours un peu type gynéco, mais du coup pour les hommes, peut-être qu'il n'y en a pas besoin dès 16 ans, parce que nous on va prendre par exemple la pilule ou faire poser un stérilet, donc ça demande quand même l'intervention d'un tiers, mais en tout cas il n'y a pas de vous voyez quand vos soins dentaires, vous voyez un spécialiste à 3 ans, un spécialiste... Et en fait, les hommes, ils ne voient jamais personne. Et donc, c'est vrai que vous dites, pourquoi la fertilité, c'est pas qu'une affaire de femmes, mais la réalité, c'est que, et je suis assez intéressée, messieurs, d'ailleurs, d'avoir votre point de vue sur le sujet, je pense que jamais on dit aux hommes, allez consulter, voyez quelqu'un, peut-être que vous êtes en parfaite santé, mais peut-être aussi que vous êtes... Et si vous n'êtes pas en couple et que vous n'essayez pas de faire un enfant et que vous ne rencontrez pas des difficultés, je suis pas sûre qu'un homme, avant, puisse se dire, j'ai des problèmes de fertilité. Ce qui peut peut-être faire réfléchir les hommes, c'est que plusieurs études ont montré que certaines expositions étaient associées à une baisse de la quantité de spermatozoïdes. Ça ne veut pas dire que ces hommes ne pourront pas avoir d'enfants parce qu'il reste des spermatozoïdes, mais ça peut être plus compliqué. Et ça, c'est des études factuelles, documentées, qui l'ont montré. Donc vous avez tout à fait raison, et c'est un des grands messages que je pense qu'on peut passer ce soir. La fertilité, c'est tout autant, au moins, une affaire de femmes que d'hommes. Bon, alors il y a des hommes dans le public, j'aimerais bien qu'on leur donne la parole. Je vois que vous voulez prendre la parole, donc vous prenez un micro. Bonsoir. Bonsoir. Allez-y, vous êtes
Il ne faut pas taper. Si, ça marche. Non, si, ça marche. Il ne faut pas taper. Là, vous avez excusez-moi. cassé les oreilles de nos téléspectateurs. Allez-y, on vous Excusez-moi, écoute. je m'excuse. Bonsoir, je m'appelle Aaron, j'ai 20 ans. Je suis étudiant comme mon camarade à l'Institut catholique de Paris en licence humanité. Voilà, je voulais rebondir justement, si vous me le permettez, sur les propos du président de la République en début d'émission sur le réarmement démographique. Ah, mais alors là, vous donnez un tapis rouge à Anna Cabana. Pardonnez-moi, parce qu'on va d'abord écouter Anna sur ce thème. Parce que, ma chère Anna, ce qu'il allait soulever, c'est que le problème ne date pas d'hier. C'est ce que disait aussi Nicolas tout à l'heure. Et c'est vrai qu'entre injonction et culpabilisation, le moins qu'on puisse dire, c'est que les politiques s'y sont toujours un peu mal pris, non? Oui, mais alors je ne résiste pas au plaisir de vous faire entendre les mots, la passion véhémente et presque encolérée du grand champion du volontarisme politique nataliste qui était Michel Debré. On est en 1975. En 1975, le taux de fécondité est de 1,93 enfants par femme. Et l'ancien Premier ministre, qui alors est député gaulliste, député UDR plus précisément, il appelle avec vigueur et autorité les femmes à leur responsabilité de mère. Regardez. La France va-t-elle de nouveau connaître une période où le nombre des cercueils sera chaque année supérieur à celui des berceaux? C'est pourquoi il est important qu'augmente le nombre des foyers d'au moins 3 enfants. Au moins 3 enfants par femme, ça ne rigole pas, mais alors pas du tout, il s'énerve même. Il faut l'écouter, on est à l'Assemblée nationale, 3 ans après, 1978. Alors que la dénatalité menace l'équilibre des caisses de retraite dans 5 ou 6 ans, il y en a qui ne veulent rien faire. Il y en a qui disent qu'on ne peut rien faire. Monsieur le Premier ministre, jetez par la fenêtre les sots, les sceptiques et les abdicateurs, ça fera un grand vide, mais nous pourrons travailler. Alors, le Premier ministre, c'était Raymond Barre, sous la présidence d'un certain Valéry Giscard d'Estaing. Et ce Valéry Giscard d'Estaing... Il le soutenait? Pas franchement, parce qu'il appartient sans doute à la catégorie des abdicateurs, pour reprendre les mots de Michel Debré. Pourtant, Valéry Giscard d'Estaing toujours fait passer les chiffres, la rationalité avant les sentiments, avant les émotions. Eh bien, il considérait, même lui, que sur un tel sujet, on ne pouvait pas faire ça et que Michel Debré allait bien trop loin en culpabilisant ainsi les femmes. Il considérait, je le cite, Valéry Giscard d'Estaing, qu'aborder ce domaine avec des vues purement économiques, avec des moyens purement économiques, et qui voudrait en quelque sorte acheter le 3e enfant, blesserait, disait-il, profondément la conscience des parents. Et à l'époque, sur le chemin de Michel Debré, se dresse une femme. Et oui, et quelle femme? Une femme qui continue de se dresser sur le chemin des tenants du discours nataliste traditionnel, Elisabeth Badinter. On l'écoute, 1989. Il y a une politique traditionnelle, un discours traditionnel nataliste qui a toujours échoué. Je pense par exemple au discours que tout le monde connaît de Michel Debré, appelant les femmes à faire leurs devoirs, à être mères, au fond en rappelant aux femmes leur nature, leur instinct maternel, et disant qu'elles sont responsables de la population d'un pays. Eh bien, c'était il y a 36 ans. Et 36 ans après, elle continue, Elisabeth Badinter, d'être à la pointe de ce combat. L'année dernière, elle a même sorti un petit livre sur la dénatalité qui s'appelait « Messieurs, encore un effort ». Et figurez-vous que ce qui l'a poussée à écrire ce livre, c'est une crainte. La crainte que les chiffres de la dénatalité se retournent contre les femmes. C'est le fait que l'Amérique ait supprimé l'avortement dans certains États qui lui a inspiré cette crainte, parce qu'elle considère que à partir de là, un gouvernement peut décider de limiter, voire de supprimer l'interruption volontaire de grossesse ou le recours à des moyens contraceptifs. Cette hypothèse, a-t-elle écrit, qui paraît invraisemblable aujourd'hui, peut ne plus l'être d'ici une quinzaine d'années si la chute de la natalité se poursuit au même rythme et de surcroît, écrivait-elle, si les religions s'en mêlent. Nous aurions bien tort de ne pas prendre au sérieux cette hypothèse d'un retour à la maîtrise du corps des femmes. Ce qu'elle m'a expliqué, parce qu'on s'était vu à ce moment-là, c'est qu'il y avait d'autres moyens que l'interdiction brute, qui pouvait se passer comme ce qui s'est passé en Italie, c'est-à-dire par le biais des médecins, en mettant des contraintes incroyables à l'avortement. Bref, qu'il y avait un danger pour les femmes. Et elle considère, Elisabeth Badinter, au fond, qu'il n'y a qu'un seul remède, achever la révolution féministe, aller jusqu'au bout du combat pour l'égalité des sexes. C'est pour ça que ces messieurs doivent faire encore un effort. Elle leur demande une prise de conscience. Et ce qu'elle demande aux hommes et aux femmes politiques, c'est de s'adresser d'abord aux hommes sur ce sujet. Aux hommes d'abord.
Harold, je vous redonne la parole. Vous étiez parti sur le réarmement démographique d'Emmanuel Macron. Oui, en effet. Merci, Madame Cabana. En reparlant de ce sujet-là, je voulais continuer ma question. Et un petit clin d'œil à la députée écologiste, justement. J'ai l'impression, et ce n'est que mon avis, et je ne suis pas encore concerné par le sujet de la natalité, que le gouvernement, en quelque sorte, à mon sens, s'égare en utilisant, mon camarade parlait de l'inquiétude qu'on peut avoir pour le climat, par exemple. Nous avons entendu parler récemment, dans les sphères gouvernementales, d'écologie punitive. Est-ce que ce ne serait pas une sorte de contournement face à ce qui s'avère être des obstacles en fait, financiers, voire, disons, pratiques? Est-ce que, à la place... Et je ne sais pas, je ne suis pas, encore une fois, dans les cercles parlementaires, mais ne suffirait-il pas, je pense, d'employer, de mettre en place des programmes financiers d'accompagnement? Alors, on va venir, parce que ça, vous savez, ils sont en train de rédiger leur rapport. Et vous avez compris que Jérémy Patrier-Létus, il entretient un peu le suspense sur les conclusions et les préconisations de son rapport. Moi, je voulais aussi vous poser la question de savoir, Nicolas, peut-être que vous avez une réponse. Est-ce qu'on mesure bien aujourd'hui à quel point cette dénatalité va toucher absolument tous les secteurs de nos vies et de notre société? Bien sûr. Déjà, il y a beaucoup de communes en France où des écoles ferment, où les maternités ont de moins en moins d'accouchements, et on sait que quand il y a de moins en moins d'accouchements, ça devient parfois dangereux parce qu'il y a de moins en moins de spécialistes. Donc parfois, paradoxalement, ça peut sembler paradoxal, mais il vaut mieux fermer 2 petites maternités pour en faire une grosse avec plus de médecins. À l'inverse, il y a des EHPAD où les files d'attente s'allongent, donc ça a des impacts déjà majeurs sur notre société. Ça aura des impacts majeurs, ça en a déjà sur notre modèle social, le financement de notre modèle social. Ce matin, je parlais avec un économiste qui me disait, mais en fait, en France, on a été dans le déni jusqu'à maintenant, et je pense que cette mission d'information, les échanges avec les citoyens vont contribuer à sortir de ce déni, parce qu'on a peut-être mal mesuré les conséquences majeures que vont avoir non seulement la baisse de la natalité, mais aussi cette fameuse bascule, plus de décès que de naissances. Votre mission, elle porte sur les causes et les conséquences de la baisse de la natalité. Comment vous allez rédiger un rapport sans tomber dans les indélicatesses dont on parlait tout à l'heure avec Anna Cabana? Comment être ni dans l'injonction, ni dans la culpabilisation? En étant très clair sur le principe. Aucun Français ne fait des enfants pour sauver le pays, ou alors ils sont très marginaux. Donc, alors pardon, parce que l'extrême droite n'est pas représentée sur ce plateau, il n'est pas tout à fait pluraliste. Mais à part dans la tête de Sarah Knafo, de Marion Maréchal Le Pen, j'en parle parce qu'elles ont fait des tweets ce matin sur le sujet, personne ne fait des enfants pour aller faire la guerre en Ukraine ou sauver le système de retraite français. Donc je pense qu'il faut faire très attention quand on parle de ce sujet. Oui, c'est un vertige démographique. Oui, c'est un défi majeur pour le pays. Oui, si on continue avec 1,6 enfants par femme, il y aura un PIB de moins 13% en 2070. Oui, si on continue avec cet indice de fécondité, il faudra 600 000 à 700 000 immigrés par an à partir de 2070. C'est un fait, c'est un vertige, c'est un défi. Mais ensuite, la politique qu'on mène, la politique familiale, elle n'est pas là pour dire aux Français « faites des enfants pour sauver notre système économique et social ». Je le redis parce que c'est très important. En tout cas, ça sera la philosophie de mon rapport. C'est la philosophie du parti Horizon auquel j'appartiens avec Édouard Philippe. C'est de dire une chose très claire, les Français ont un désir d'enfant. À nous, les politiques, de faire en sorte que ce désir d'enfant y soit réalisé. Et on va peut-être parler tout à l'heure de logement, de mode de garde. Il y avait un monsieur qui habite Paris et on sait très bien qu'à Paris, à un enfant, on campe. Et un deuxième enfant, on décampe. Est-ce qu'il y a un vrai sujet? Sans dévoiler le contenu du rapport que vous rédigez, sur quelle piste est-ce que vous êtes en train d'écrire? On a compris qu'il y aurait quelque chose en rapport avec la loi bioéthique. Est-ce qu'il faut aller vers de nouvelles allocations? Je ne vais pas vous dévoiler le rapport cet après-midi, mais je vais... Est-ce qu'il faut aller vers un nouveau congé parental? Pour faire simple et court et laisser la parole à mes collègues et puis aux Français qui sont là. Il y a un sujet de logement. C'est un vrai problème. Une pièce en moins, c'est un enfant de moins. Voilà, on caricature un peu, mais il y a un problème de logement. Et si on veut répondre à ce désir d'enfant empêché, il faut répondre à cette crise du logement. J'aurai des propositions sur le logement. Il y a un sujet de mode de garde. Vous ne faites pas d'enfant si vous n'avez pas l'assurance que votre enfant va être gardé et gardé dans de bonnes conditions. Il y a la question du scandale des crèches, etc. Donc il y a des propositions à faire sur le mode de garde. Et puis il y a des propositions à faire sur la conciliation vie professionnelle, vie personnelle. Vous ne faites pas d'enfant ou vous en faites moins si vous avez le sentiment, femme ou homme, que vous ne pourrez pas accueillir votre enfant dans de bonnes conditions et que quand vous reprendrez votre travail, vous serez soit pénalisé, soit mis au placard. Donc c'est tous ces enjeux-là. Et je termine en vous disant qu'on a aussi un maquis d'aide sociale, fiscale. Aujourd'hui, la politique familiale de la France, si je vous demandais le nombre d'aides qui existent pour les parents et les familles,
À mon avis, peu de gens ici sont capables de lister... Est-ce qu'un impôt a jamais fait faire des enfants? En tout cas, un impôt qu'on ne connaît pas et qu'on ne comprend pas, c'est sûr qu'il ne contribuera pas à faire des enfants. Mais les études montrent que les aides financières, ce n'est pas forcément ce qui marche le mieux. Ouais. En tout cas, si on veut lever les contraintes et faire en sorte que les gens qui veulent des enfants en aient. C'est ce que disait Valéry Giscard d'Estaing à l'époque. Voilà. Il faut juste faire attention à ça, juste faire attention parce que quand on dit que les politiques familiales n'ont pas d'impact, c'est dans des pays où il n'y a pas un décalage entre le désir d'enfant et la réalité de l'indice de fécondité. En Hongrie, le désir d'enfant est faible. Et effectivement, la politique nataliste n'a pas fonctionné. Vous entendez la musique? Ça veut dire que c'est fini. Ça veut dire qu'on est ensemble depuis déjà 1 heure. Ça passe vite. Merci infiniment d'être venu ce soir interroger les députés sur ce sujet ce soir dans Chaque Voix Compte. L'émission est rediffusée tout à l'heure à 23h30. Si vous souhaitez faire partie du public pour nos prochaines émissions et venir vous aussi interroger les députés, vous pouvez flasher le QR code qui va s'afficher sur votre écran. Lundi, vous avez rendez-vous avec l'ami Francis Letellier pour l'Indice et politique. Son invité sera Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes. Nous, on se retrouve mardi en direct à 19h30. Dans un instant, c'est Quai numéro 8. Didier Varro embarque avec Calogero. Et ensuite, vous retrouvez le banquet avec vous, ma chère Anna. C'est quoi le thème ce soir? Le banquet, c'est les polars, les faits divers. Est-ce que la réalité n'est pas devenue plus romanesque que la fiction? Et il y aura Natacha Apana, le maître du polar Jean-Christophe Granger, Xavier Bertrand, le réalisateur Peter Drounzis et Alain Boer. Merci Anna et à tout à l'heure. Merci Nicolas Béraud. On vous lit chaque jour dans les pages santé et sciences du Parisien. Merci à tous. Excellente soirée sur LCP et à mardi.